Descendons un instant au sous-sol, dans les archives du lycée Émile Loubet. Tant d'élèves sont passés ici, dans cet ancien lycée de garçons à Valence. Si nous ouvrons quelques dossiers scolaires, peut-être pourrons-nous faire sortir de l'oubli le destin singulier de quelques-uns d'entre eux durant la Seconde Guerre mondiale. Certains sont déjà connus des professeurs, de quelques experts en histoire locale. Essayons de nous approcher le plus près possible de leur parcours. Cette enquête historique a été réalisée par les élèves à partir d'archives scolaires, d'archives départementales et d'ouvrages d'historiens. Ils ont découvert des visages sur des papiers jaunis, de jeunes qui avaient à peu près leur âge. Ils se sont surpris à imaginer et à revivre cette histoire qui a déjà 80 ans. Ce travail de recherche biographique s'inscrit dans un plus large projet, celui de la mémoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et pour la rendre accessible à tous nos élèves, l'équipe pédagogique a choisi un fil rouge, combiner l'art et l'histoire. Voici les destins de ces élèves de Loubet, dont les parcours étonnants n'ont rien de fictif. Ils nous montrent comment ils ont subi la guerre, comment ils se sont engagés, individuellement ou collectivement, pour les valeurs démocratiques, contre le régime nazi et contre celui de Vichy. Le 10 juin 1940, De Gaulle appelle à résister. C'est l'été. Roger Coursange et Marcel Gabet ont décidé d'agir. L'un est ouvrier métallurgiste et l'autre en terminale au lycée Loubet. Dans le centre-ville de Valence, on voit apparaître des croix de Lorraine et sur les murs, des graffitis « Vive De Gaulle !» C'est le groupe Martin. Marcel trouve 10 copains au lycée Loubet. Ils sont d'accord, il faut aller plus loin. Ils se réunissent en cachette. On se retrouve à 2 ou 3 au parc Jouvet, à quelques pas du lycée. Rester discret, faire semblant de jouer au billard dans un bar. En octobre, on se réunit chez Marcel, rue du Parc. Il a un jeu super classe dans son grenier, le petit imprimeur. Faisons un tract, il faut réveiller Valence. « 500 tracts, ce n'est pas facile à distribuer sans se faire remarquer. Ça fait l'effet d'une bombe en ville. Tout le monde en parle. » Il faut continuer ce combat. Les jeunes lycéens fabriquent de nouveaux tracts pendant 9 mois. Tantôt, une citation de De Gaulle, tantôt Roosevelt ou Churchill. Et on distribue, toujours en cachette, dans les lieux publics, devant les cinémas, quelques tracts devant les PTT, dans les boîtes aux lettres. Le 29 juin 1941, un interne du lycée oublie d'être prudent. Il distribue des tracts à la sortie d'une église à Saint-Thieuze. Les gendarmes mènent l'enquête. Le 4 juillet, 12 jeunes sont arrêtés, interrogés. Edmond Ducos et Michel Astier sont relâchés. Michel est renvoyé du collège Loubet. Mais pour 5 d'entre eux, c'est la prison. Ils vont à Lyon, dans la prison militaire de Montluc. Marcel Gabet est condamné à 3 mois de prison ferme. Pour Roger Coursange, c'est pire. Il prend 6 mois. C'est sûrement le meneur. En plus, il est communiste. Jean Bourdon fait toute sa scolarité de la 6e à la terminale au lycée Émile Loubet de Valence. Il est devenu médecin. Il exerce à Nyons. Dès le début de la guerre, il profite de ses tournées à moto pour aider et ravitailler le maquis non loin de chez lui. C'est le maquis de la Bessonne, tout près d'un chantier de jeunesse, groupement numéro 33. Tout le monde aime ce docteur. Il est si gentil. Depuis 1943, il aide les jeunes qui ne veulent pas partir pour le STO, mais ça commence à se savoir. En janvier 1944, Jean Bourdon est arrêté. Il se retrouve à la prison de Montluc face à Klaus Barbie, le bourreau de Lyon. On ne trouve rien sur lui. Il est relâché, il rentre à Nyons, mais il se fait surveiller. Et c'est vrai, Barbie lui a envoyé des espions miliciens. Jean n'a rien compris. Ce Joseph qui l'a aidé pendant 3 semaines, c'est lui qui va le trahir. Le 19 mars, Joseph, l'espion, revient à Nyons, encadré de soldats allemands et de 3 civils français. Il est 7 h du matin. Ils arrêtent Jean. Il faut qu'il parle. Il doit donner des noms de résistants. Jean Bourdon est torturé pendant des heures. On s'attaque à ses yeux, à ses oreilles, à ses ongles et à ses membres. On l'emmène à la mairie et l'enfer recommence. Mais Jean ne parle pas.
De rage, ces tortionnaires le conduisent à Condorcet, un petit village non loin de là. Les agriculteurs sont pris à partie. Où sont les accuseurs? Il faut parler. Personne ne parle. Jean et les 6 villageois sont massacrés à la mitraillette. Le lendemain, on amène son corps à ses parents. Il ne faut pas le voir. Il est méconnaissable. Il est mort en héros. La famille Franck arrive à Valence en 1942. Elle a fui la région parisienne pour trouver refuge en zone libre. Louis Franck, le père, est ingénieur des eaux et forêts à Clermont-Ferrand. Il ne rentre que pour des week-ends. Jeanne, son épouse, s'occupe seule des 6 enfants. Gilbert, l'aîné de 18 ans, fait des études supérieures à Grenoble pour tenter le concours de Polytechnique. Nicole a 17 ans et malgré les changements et la peur, elle s'en sort pas mal avec les études. Elle a réussi son bac de français en première dans le collège classique Avenue Maurice-Faure. Robert, lui, a bien difficilement réussi sa seconde. Ses notes sont nettement moins bonnes que lorsqu'il habitait à Neuilly. C'est encore pire pour Claude. Ses professeurs du collège Loubet disent qu'il est paresseux, qu'il ne réussira pas sa 4e. En effet, il redouble. Les petites jumelles, Lise et Jacqueline, semblent s'accommoder de tous ces changements. Elles sont très contentes car les voisins, rue de Mulhouse, viennent de temps en temps à la maison pour jouer avec elles. Pourtant, elles ne peuvent apprendre que le matin ou l'après-midi, car leur école a été réquisitionnée. La famille est agnostique, on ne pratique pas le judaïsme à la maison. Gilbert est arrêté avec des papiers de la résistance. Et le 8 février 1944, un officier de la fête gendarmerie se présente au lycée avec leur mère Jeanne. Nicole, Robert et Claude sont en classe, ils sont arrêtés, ils partent pour Lyon. Jean est emprisonné à Monteluc avec eux. Les petits doivent habiter séparément à l'hôpital de l'Antiquelle. Louis, le père, n'a pas été arrêté. Il décide de se livrer lui-même à la Gestapo de Vichy 5 semaines plus tard. Toute sa famille a déjà été transférée à Drancy le 3 mars 1944. Il veut les rejoindre. Ils ont malheureusement tous déjà été déportés depuis une semaine lorsqu'il arrive au cap de Drancy. Le convoi 69 les a conduits à Auschwitz. Gilbert voit le tri entre sa mère, ses sœurs et ses frères, qui sont tous gazés le soir même. Seuls 2,3% de ce convoi survit au camp de la mort. Mais pour Gilbert, c'est la mine à charbon à Jovichowicz. À la fin de la guerre, en janvier 1945, les nazis évacuent le camp. Gilbert marche dans la neige pendant des heures, des jours. Jusqu'à Buchenwald, il survit. Il n'est qu'une carcasse de 48 kilos avec les pieds gelés. De tous les membres de la famille, il est le seul à survivre. Juste après la guerre, un professeur écrit dans le livre d'or du lycée que les Francs avaient été assassinés pour avoir commis le crime de naître israélite. Effectuer un travail de mémoire, ce n'est pas comme un cours d'histoire entre 4 murs. Avec le travail sur la mémoire, le passé se rapproche, nous fait grandir par les témoignages, les expériences variées, les émotions. Nous vivons un peu les épreuves vécues par ces élèves qui ont étudié au lycée Loubet pendant la guerre. Ils ont dessiné, rêvé dans les mêmes salles que nous, ils ont ri sous les mêmes cèdres. Dans la même cour, c'était des adolescents, des jeunes. Nous les avons trouvés forts, incroyables, admirables, courageux, vivants. Nous leur sommes reconnaissants. Avec ce film, nous voulons vous transmettre leur histoire. Pour le rendre
hommage, nous avons créé ces petits pavés d'argile, modelés, façonnés, sculptés. Leurs noms, leur destin, leurs actions, nous les avons gravés. Roger, Marcel, Michel, Nicole, Robert, Claude. Petit pavé d'argile. Pavé de mémoire. Que tous les élèves s'expriment avec la recherche, l'histoire, la littérature, le théâtre, le modelage, la vidéo, c'était le pari du projet. L'art a conduit nos élèves à s'engager dans leur classe, leur cité scolaire, le présent, et à laisser une trace pour l'histoire. Nous les remercions pour leur engagement et pour leur enthousiasme.